ce qu'on sait aujourd'hui sur le changement de comportement montre que, en fait, amener les gens à poser des petits gestes, à participer à une activité collective ou des choses comme ça, eh bien, peut déjà être très intéressant pour préparer le terrain, si on veut. Et clairement, c'est des approches qui sont très proches des techniques de manipulation, mais où on est vraiment dans... alors, un truc qui s'appelle aussi, qui se développe un petit peu récemment, c'est le binding communication. Donc, c'est la communication liante, c'est de toujours coupler un message avec un acte. Et donc, bah, c'est ce que vous faites probablement déjà, hein, faire des affiches, colorer un smiley, voilà, mais c'est toujours avoir un geste qui est cohérent avec un message ou qui prépare un message ou qui suit un message, et c'est beaucoup plus engageant et beaucoup plus impliquant. Alors, pour revenir sur le commun, c'est l'idée aussi que, avant d'aborder frontalement les questions environnementales, peut-être que vivre une activité collective, un projet collectif, un jeu, un truc qui nous touche émotionnellement, donc en effet un artiste qui vient jouer une histoire, donc quelque chose qui sort juste du verbal et du discours, mais où on fait quelque chose ensemble. On est souvent réticent à faire ça avec des adultes. Moi, mon expérience de formateur et d'animateur, c'est qu'en fait, c'est hyper puissant. Donc tout ce qu'on appelle les activités brise-glace, en fait, des jeux que parfois, quand je le faisais avec des enfants de 10 ans, ils disaient ah c'est rien. Enfin, on sentait qu'eux disaient vous nous prenez vraiment pour des enfants. Et en fait, moi, d'avoir fait avec des adultes, ça marche, mais du tonnerre. Par contre, le milieu scolaire, évidemment, n'est pas toujours le plus accueillant pour ça. Et c'est là que sortir de l'école, donc en termes physiques, c'est-à-dire aller dehors, aller dans d'autres locaux et des choses comme ça peut vraiment aider pour que les adultes qui sont dans l'école, donc typiquement les enseignants, les éducateurs, etc., soient prêts à faire un peu un truc différent. Bah, y compris, ça peut être un truc qui fait un peu déconner hein, pendant 10-15 minutes. Et après, on fait quelque chose de ça, de ce qu'on a vécu là. On repart là-dessus pour petit à petit les amener sur autre chose. Ça peut être une technique intéressante quand on sent qu'on est face à un public qui, a priori, n'est pas réceptif à ces enjeux-là. Et alors, évidemment, si on arrive à faire vivre quelque chose comme ça en commun aux enseignants et aux élèves, là, on a vraiment ce que j'appelais dans ma vidéo un point commun. On peut partir d'un vécu commun, même s'il n'est pas très long, même s'il n'est pas très gros, c'est pas grave. On peut partir de quelque chose qu'on a vécu en commun pour travailler avec les élèves et leurs enseignants en même temps. Donc voilà, ça c'est un petit peu... Peut-être juste que dans l'étude, il y a une étude EcoSchool qui a été faite donc par rapport au projet EcoSchool, qui est un projet écologique dans les écoles. Ils se sont rendus compte que c'est les expériences d'échange, d'empathie, de collectif, mais pas nécessairement liées à une thématique environnementale, qui développaient un comportement environnemental. Ils ont fait une étude sur les 5 années. Et donc, ceux qui gardent des comportements intrinsèques, des comportements qui sont vraiment ancrés, ben, c'est ceux qui ont quand même vraiment vécu des choses plutôt de commun, qu'ils soient délégués de classe ou autre chose, mais en tout cas, ils ont vécu plus de commun que les autres et ils développent des comportements environnementaux par la suite, par l'idée simplement du commun. Je pense qu'il y a différentes couches dans la question et c'est vraiment une question importante qui est un peu au cœur en fait, du métier aussi de formateur ou d'animateur. C'est-à-dire, il y a moi, qu'est-ce que je dois maîtriser et comment je peux aborder les choses. Et puis, il y a comment je travaille avec mon public ou mes publics et en sachant que je vais devoir faire une transposition didactique. Mais voilà, j'ai un travail pédagogique à faire entre tous ces enjeux-là et puis ce qui va se passer. Et je pense que l'erreur là, ce serait de se dire il faut avoir tout compris ou il faut commencer par la compréhension avant l'action. Tout ce qu'on sait en pédagogie nous dit non. Et la vie marche pas comme ça en fait. La vie, elle marche, enfin c'est un chemin quoi. On fait des petits pas et on maîtrise jamais tout en fait. À la limite, plus on avance, plus on découvre que c'est complexe, qu'il y avait des couches qu'on maîtrisait pas. Et c'est ça qui est quelque part partie de l'aventure et qui est fun et qui nous donne envie de continuer. Donc il faut pas, si on essaye d'assommer les gamins ou les gamines avec une foule d'informations et toute la complexité, c'est complètement paralysant, comme tu disais là tout de suite. Moi, je pense que c'est là que c'est intéressant de rentrer parfois par de l'émotionnel, par de l'action, par du vécu, du senti. Et par contre, ça peut nous alerter sur le fait que on ne doit pas trop simplifier, dans le sens où on ne doit pas être simpliste et on ne doit pas se tromper non plus dans les comportements qu'on choisit. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas réduire les questions environnementales, par exemple, à du tri de déchets. Parce que ça, c'est débile. Ça passe à côté des enjeux réels. Ça, c'est pour moi, ça, c'est ce que moi, comme formateur, je dois connaître. Et donc, par contre, il y a des actes quotidiens ou concrets que les enfants peuvent faire. Pour moi, un enfant, prendre soin d'un animal ou prendre soin d'un petit milieu naturel ou d'une plante ou d'un petit jardin ou savoir regarder un paysage, apprécier d'observer des animaux et des choses comme ça. Il y a un lien assez direct avec des gestes de préservation de la nature plus tard. On ne sait pas lesquels ça va être, mais c'est une expérience qui est quand même importante et qui peut être fondatrice. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut travailler sans être dans tout de suite toute la complexité. Il y a d'autres choses sur l'alimentation, par exemple.
où on peut commencer à réfléchir comment on peut se faire du bien à soi, comment on peut retrouver du plaisir, du goût, et comment en même temps on peut respecter la planète, et voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on est connecté à travers ce qu'on mange à tout ce qui nous entoure. Là, je trouve que c'est aussi, on est dans quelque chose, des expériences qui sont des expériences qu'on peut vivre. On peut aller rencontrer des gens, on peut aller rencontrer des agriculteurs, on peut aller rencontrer des gens qui transforment des maraîchers, des gens qui font des choses comme ça, un producteur de miel, on peut aller observer des abeilles. Enfin, voilà, il y a toute une connexion qui peut se faire sans qu'on soit tout de suite dans, mon Dieu, il y a le modèle néolibéral, le capitalisme, le produit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'éducation relative à l'environnement, en sachant qu'en fait, les scientifiques nous donnent quoi aujourd'hui? Oui, on est en 2020, donc ils nous donnent 10 ans. Moi, je veux bien aller faire des animations en maternelle, mais dans 10 ans, ils font quoi les maternelles aujourd'hui pour nous sauver dans 10 ans? C'est pas eux qu'il faut toucher. Donc, je pense que ça pose quand même la question des objectifs et de qu'est-ce qu'on peut attendre quand nous, on intervient, quand on a 1 ou 2 heures, par exemple, avec un groupe d'enfants. On ne va pas les transformer en 2 heures en militant, enfin, en Greta Thunberg, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est leur choix. Au nom de quoi on pourrait le faire. Ça, c'est typiquement nos préoccupations à nous. Par contre, leur ouvrir des espaces, construire des expériences sur lesquelles ils vont pouvoir se construire et grandir, euh, toucher des cordes sensibles chez eux, leur permettre de vivre des choses sur lesquelles ils vont pouvoir puiser plus tard, quand ils comprendront peut-être aussi l'ampleur des enjeux, qui seront face à des choix. Je pense que ça, c'est fondamental. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur parler de politique ou qu'on ne peut pas aller plus loin avec certains jeunes qui veulent aller plus loin et qui ont des questions là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on doit leur cacher des choses. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir. On peut le voir comme ouvrir des portes ou mettre des jalons sur lesquels on va construire par après. Donc je pense qu'il y a un principe qui est fondamental en éducation, en pédagogie, c'est la progressivité. On n'est pas devenu adulte du jour au lendemain, on n'a pas développé la conscience qu'on a des enjeux environnementaux du jour au lendemain. Toutes et tous, ça a été un chemin graduel avec des étapes et des choses comme ça. Une des questions pédagogiques, elle est là, c'est quoi la progression dans l'engagement environnemental? C'est quoi la progression dans la compréhension des enjeux environnementaux? Un enfant de maternelle peut comprendre certains aspects de qu'est-ce que c'est un écosystème, mais pas avec les mots compliqués et toute la finesse qu'un biologiste peut avoir. Un adolescent qui est en secondaire peut probablement aller plus loin, mais de nouveau, il ne pourra pas aller aussi loin qu'un expert en biologie. Donc là, il y a une progressivité, et comment est-ce qu'elle est construite? Et il y a probablement des notions qui sont fondamentales, qu'il faut découvrir petit à petit. Il y a un langage, je ne suis pas en train de parler de complexité parce que je suis convaincu que pour avoir déjà fait quasiment de la philosophie avec des enfants de début du primaire, c'est pas qu'ils comprennent pas la complexité, c'est qu'il y a une série de notions qu'il va leur falloir des années à maîtriser petit à petit. Enfin, vous faites pas des intégrales du 2e degré avec des enfants de première primaire, quoi. C'est pas qu'ils comprennent pas les maths, c'est juste que ça demande une accumulation de connaissances pour pouvoir y arriver. C'est la même chose. Les enfants de maternelle peuvent avoir une appréhension intuitive de qu'est-ce que ça veut dire un écosystème, mais vous ne pouvez pas commencer avec toutes les interactions multiples, complexes, les vocabulaires et toute la finesse de l'analyse qu'un biologiste peut vous faire. Et c'est là qu'en fait, on a besoin d'une connaissance fine en fait de justement où ils en sont et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais il y a quelque chose là de l'ordre de la progression qui est intrinsèque à l'éducation en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je reprends l'exemple des déchets. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va construire des choses pour ouvrir vers le futur et pas faire croire aux enfants qu'ils y sont arrivés, par exemple. Je pense que faire une action avec une classe ou une école où tout d'un coup, ils se bougent tous et pendant 2 heures ou 3 heures ou une demi-journée, on fait une action clean-up et où les enfants, en 3 heures, ils voient qu'en fait, en se bougeant toute la classe ou plusieurs classes, on passe d'une école où il y a des crevasses partout et qui est sale à une école qui est propre. Ben là, on a vécu une expérience émotionnelle, on a fait quelque chose en commun. On s'est rendu compte qu'ensemble, on pouvait faire bouger les choses et à partir de là, on peut commencer une réflexion. Mais si à la fin de ça, on leur dit « Oh, vous voyez, c'est facile de trier les déchets et vous êtes super, vous êtes des bons amis de l'environnement », là, pour moi, on a raté le coche parce que on ferme le possible, on n'a pas ouvert quelque chose. Donc voilà, c'est ça que je parle de jalons ou d'étapes, c'est qu'on peut construire des choses comme ça, mais donc comment est-ce qu'on conçoit nos activités? Est-ce qu'on fait, même si parfois on est sur des gestes qui paraissent en soi, à regard des enjeux, un peu dérisoires, comment on en fait quelque chose qui les engage sur des trajectoires? Et là, il y a des choses qui sont intéressantes en psychologie, c'est comment on connecte des gestes comme ça à son identité, par exemple, à des valeurs. Et plus on va, quelque part, lier les gens à ce qu'ils sont, eux, à ce qu'ils ont fait, même comme petits gestes, plus on a des chances qu'il y ait un effet de ruissellement, c'est-à-dire que ça se poursuive dans d'autres types de gestes. Et donc, je ne suis pas contre les petits gestes, si on les accompagne de quelque chose qui ouvre à quelque chose qui va plus loin. Et tant qu'à faire, autant essayer directement de cibler les gestes qui ont le plus d'impact sur l'environnement parce qu'on perdra moins de temps.
Donc, ce que je raconte là, ben, je pense que ça renvoie à une autre question qui a été posée, hein, adapter le niveau politique aux enfants de 8 ans. Et quelqu'un disait, oui, à leur niveau, choix des gestes verts, par exemple. Voilà. Et les enfants de 8 ans ont parfois des fulgurances, surtout quand on les met ensemble. Moi, je pense qu'évidemment, plus ils sont jeunes, plus il faut s'appuyer sur la force du groupe. Mais parfois, quand vous faites discuter ensemble des enfants de 8 ans sur des enjeux politiques, ils ont des fulgurances qui parfois clouent le bec à beaucoup d'adultes. Par contre, évidemment, si vous les prenez en face à face et que vous êtes dans un format plutôt interview ou interrogation, ils sont vite calés. Mais quand vous avez une discussion fluide entre eux, ils s'enrichissent les avis des uns des autres et il y en a vraiment qui amènent des choses. Mais ça n'empêche, voilà, on est avec des enfants de 8 ans, donc à un moment donné, est-ce que c'est la priorité de leur parler de politique? Je veux dire, même s'ils comprennent des choses et que vous les sensibilisez à des choses, ils vont être un peu le bec dans l'eau parce qu'il faudra qu'ils attendent 10 ans avant de voter. Et je leur vois mal aller dire à leurs parents, dis papa, maman, maintenant ça suffit, il faut que vous votiez comme ci, comme ça. Donc, voilà, ceci dit, ils peuvent poser des questions à leurs parents, il peut y avoir des discussions intéressantes en famille. Comment on fait pour ne pas renvoyer les jeunes à leur propre impuissance? Parce que ça n'empêche que, même si intellectuellement ils peuvent construire des choses, civiquement, ce n'est pas des citoyens au sens propre du terme. Il faut qu'ils attendent leur majorité. Comment leur donner une place, quoi, surtout dans un univers scolaire qui, franchement, ne donne pas beaucoup voix aux jeunes et où, justement, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est justement ce qu'ils peuvent vivre comme expérience, entre guillemets, démocratique, d'engagement comme conseiller, comme peu importe. Ça peut quand même être important parce que ça leur donne ce vécu et cette confiance qu'en fait, ils peuvent faire la différence. C'est la base pour moi de l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il faudrait que les jeunes puissent vivre des choses comme ça dans leur cursus scolaire, qu'on les prépare à l'exercice de la démocratie.